Les analystes russes et les présentateurs télé ont désormais commencé à paniquer en direct à la télévision, affirmant que la Russie est en train de perdre la guerre et qu'il existe un problème plus profond qu'un simple manque de fonds. Ils ont exprimé leur colère en comparant la situation. Alors que les raffineries de pétrole russes brûlent, près d'1,364 milliard d'euros sont dépensés pour d'autres activités, comme le financement de clubs de football locaux. Selon eux, un sixième seulement de cette somme aurait suffi à remédier au manque criant de protection des raffineries de pétrole frappées par l'Ukraine. Un autre analyste militaire russe influent a soulevé de sérieuses inquiétudes concernant l'absence d'efforts pour améliorer la défense aérienne et a souligné que le monde se prépare à la guerre contre la Russie, tandis que le pays boit de la bière et regarde le football. Ces affirmations, selon lesquelles la Russie n'est pas prête et que ses ennemis finiront par anéantir le pays, montrent que la colère monte même dans les cercles les plus patriotiques et loyaux des médias. Cette réaction est alimentée par des conséquences que l'État ne peut plus dissimuler, car les arrêts répétés des raffineries dus aux frappes ukrainiennes se sont transformés en un problème national d'approvisionnement en carburant. La production de raffinage de pétrole de la Russie est tombée à son niveau le plus bas depuis 21 ans, obligeant de façon embarrassante le principal exportateur de pétrole brut à importer des produits pétroliers de l'étranger. Les pénuries de carburant ont provoqué de graves troubles au sein de la société russe, avec de longues files d'attente, du rationnement et des tentatives d'obtenir du carburant supplémentaire qui ont engendré des affrontements entre citoyens, montrant que l'État perd le contrôle de la distribution de base et devient la cible de critiques. Tout cela a été déclenché par la crise de la défense aérienne russe, qui est structurelle, car il reste trop peu de systèmes pour protéger un territoire trop vaste, les Ukrainiens les ciblant en permanence. De plus, la pénurie de missiles de défense aérienne s'aggrave, car les stocks existants sont épuisés par les attaques quotidiennes de drones ukrainiens. La Russie est souvent contrainte d'utiliser des missiles coûteux contre des drones relativement bon marché, si bien que même les interceptions réussies peuvent affaiblir la défense sur le plan économique et réduire le nombre total de missiles disponibles. Parallèlement, la Russie continue de produire des missiles sol-sol pour les lanceurs S-400 au lieu de fabriquer davantage d'intercepteurs solaires, ce qui signifie que la priorité est donnée aux actions offensives alors que la défense aérienne se détériore. En conséquence, les drones ukrainiens ont pu opérer et atteindre des régions plus profondes, exposant les limites des groupes de tir mobiles russes qui dépendent de l'acquisition visuelle et de positions de tir adéquates et ne suffisent pas à combler les lacunes. Les analystes militaires russes évoquent les drones intercepteurs comme une solution possible, mais ceux-ci dépendent également d'une intégration dans un réseau bien coordonné, car les drones ukrainiens volant à basse altitude exploitent le terrain et les espaces entre les secteurs radars, rendant leur détection plus difficile. Même lorsqu'un drone est détecté, l'information doit circuler suffisamment vite des opérateurs radars aux centres de commandement régionaux, puis à l'unité capable de l'engager, ce qui s'avère souvent trop tard. L'Ukraine exploite ces faiblesses en lançant quotidiennement des essaims de drones depuis différentes directions pour observer où apparaissent les émissions radars, quelle batterie ouvre le feu, et pour établir des schémas utilisés lors d'attaques ultérieures. De plus, les drones leurres ukrainiens obligent les défenses aériennes russes à épuiser leurs rares missiles intercepteurs et à révéler leur position. Une fois les défenses aériennes russes suffisamment sollicitées, l'Ukraine lance des attaques encore plus massives, impliquant jusqu'à 700 drones qui approchent leur cible en empruntant les itinéraires déjà établis, rendant la riposte des équipes de tir mobile et des systèmes de défense aérienne bien plus difficile. Pour compliquer davantage la défense russe, l'Ukraine mélange des drones à réaction à grande vitesse avec des drones conventionnels à hélice et, dans certains cas, des missiles de croisière. Cette combinaison de vitesse, de profils de vol et de directions d'attaque différentes oblige les opérateurs russes à identifier quelles cibles sont des leurs, lesquelles représentent la plus grande menace et quelles cibles doivent être prioritaires. Les commentateurs russes ont correctement diagnostiqué que la Russie est en train de perdre la guerre et ont reporté leur colère sur ceux qui financent les clubs de football et les activités de loisirs, les accusant d'avoir laissé la Russie stratégiquement exposée. Cependant, ils passent à côté d'un problème fondamental. Même si les raffineries étaient sécurisées, en transférant une partie des fonds des dépenses civiles, l'Ukraine attaquerait simplement d'autres cibles militaires importantes.
Parallèlement, la taille de la Russie constitue également une faiblesse majeure, car la distance entre les zones défendues et le nombre de routes d'approche rendent la protection difficile, puisqu'il n'y a pas assez de systèmes de défense aérienne et que le rythme de production ne peut pas suivre celui auquel l'Ukraine les détruit. Pour aggraver encore le problème, la direction russe a concentré ses batteries de défense aérienne autour d'infrastructures symboliques et politiques, notamment Moscou et la résidence de Valdaï de Poutine, ce qui a laissé de nombreuses cibles importantes sans protection. Cela montre à quel point le Kremlin privilégie la survie de ses dirigeants, le prestige et les signes visibles de contrôle, ce dont l'Ukraine profite, car chaque lanceur affecté à la protection du régime n'est pas disponible pour l'infrastructure pétrolière ou les installations militaro-industrielles ailleurs. Globalement, les analystes russes reconnaissent désormais publiquement que le modèle défensif de la Russie échoue, ce qui signifie que même le système médiatique d'État ne peut plus nier que la Russie est en train de perdre la guerre. La panique est justifiée, mais les solutions proposées sont inadéquates, car la vulnérabilité de la Russie ne peut pas être résolue en protégeant un seul type de cible. L'immensité du territoire russe est devenue un handicap, et les priorités de défense symbolique accélèrent son déclin fonctionnel, tandis que chaque frappe ukrainienne réussie oblige Moscou à choisir quel système essentiel restera exposé. Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.